Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la saison 3 des podcasts. C'est magnifique. On est aujourd'hui le 21 octobre à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre ce podcast et à l'heure à laquelle vous allez l'entendre en exclusivité sur Spotify ou sur YouTube si vous attendez un petit peu plus longtemps. Il y a toujours quelques heures de battement entre les deux. Voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je serai de nouveau seul à la barre. C'est le podcast Price Pokémon et aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses. Petit aparté, je vous remercie tous pour vos retours pour les deux premiers podcasts. C'est incroyable, on fait quasiment 1000 écoutes entre YouTube et Spotify par épisode. C'est juste super. Je vous recommande fortement de partager, de donner cette source d'information qui est absolument nécessaire pour progresser dans la collection parce que dans ce podcast, on va parler de beaucoup de choses, de forcément l'actualité, de choses un petit peu plus légères, de choses un petit peu plus graves, mais en général, on va couvrir quand même un terrain assez large et on va vous permettre à vous, à toi qui vous nous écoutez, à l'ami Fachou, à toutes les personnes qui me connaissent déjà, aux autres, d'avoir un regard complet sur l'actualité Pokémon chaque semaine. Donc c'est quand même assez important. Et puis surtout parce que aujourd'hui, je vais vous donner deux, trois petites informations, encore une fois, sur les endroits où chercher ces sources, où chercher ces infos, où chercher de quoi comprendre un petit peu plus en profondeur le marché Pokémon et anticiper la suite. Voilà, on termine la parenthèse. Donc je voulais vous remercier encore une fois pour le podcast avec Adrien. Merci beaucoup pour tous les commentaires sur YouTube. J'ai répondu au maximum. Pour les échanges, c'est super important. C'est pas uniquement figé, c'est pas uniquement un podcast qui se veut unilatéral. C'est un vrai échange, même si je suis seul pour le moment à la barre pour cet épisode 3. J'ai bien retenu aussi les petits retours que vous nous avez fait là pour le son. Je sais que c'est pas forcément évident là. Il y a eu deux trois petits bugs aussi de son du côté d'Adrien, mais bon, c'est les aléas du direct. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il n'y a pas de retouche. C'est 100% réel, authentique, direct. C'est le podcast le plus réel de Pokémon. Voilà. Écoutez les amis, on commence aujourd'hui tout de suite avec la première information. Il s'agit tout simplement de la révélation qu'on peut retrouver sur Pokébeach concernant Shiny Treasures X, qui est visiblement le prochain set secret que Pokémon n'a pas encore annoncé et qui va prendre la place du set Écarlate et Violette 4.5. Donc pour le moment, on a forcément tout simplement les petits visuels qui sont sur Pokébeach. Je vous invite fortement à aller voir ce forum américain qui est la référence tout simplement pour les annonces réelles concernant Pokémon Company, concernant les sets, concernant les leaks. C'est vraiment la référence mondiale. Donc Pokébeach, comme je vous l'ai dit, de toute façon, pas de chichi, pas de blabla. Au bout de 3 minutes de vidéo, la plupart des personnes apprennent déjà quelque chose. Ou alors, si vous êtes vraiment dans Pokémon depuis longtemps, vous le savez, mais je pense que ça fait pas de mal de le répéter. Donc Pokébeach, vous avez Shiny Treasure X, n'hésitez pas à aller voir les visuels de Poussacha, de pas mal des petits starters là, et du Dracofeu forcément Terra Crystal Shiny qui va sortir et qui sera finalement Shiny, hein, celui de Flamme Obsidienne déjà. Voilà, donc on n'attend pas les 7,5, les 11,5, c'est tout de suite la série Écarlate et Violette 4,5 avec un petit design un petit peu amélioré si vous allez voir sur le forum ou sur les leaks en général. Donc forcément les petites secrètes, les petites shiny qui seront énormément, hein, plus de 100. Et pareil, un set qui fait 190 cartes au total, donc quand même quelque chose d'assez énorme, comme toujours Pokémon Company, qui vous dit sérieusement et droit dans les yeux que si vous voulez terminer le set, il faudra mettre 10 000 euros. Comme ça, c'est clair. Donc, un set qui pour moi fait encore une fois écho à Destiny Radieuse, Destiny Occulte, enfin, tout ce qu'on a déjà eu jusqu'à aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis vraiment pas fan. Pas fan du tout de ces sets de Destiny Radieuse, tous ces sets shiny. C'est pas du tout ma tasse de thé, je vous l'ai déjà dit plein de fois pour plusieurs raisons. C'est des sets qui pour moi sont très volatiles, donc c'est très dangereux à ouvrir. C'est
Également un set, comme je vous l'ai dit en intro, qui compte 190 cartes, plus toutes les secrètes. Le mieux, c'est de ne pas y toucher ou alors d'ouvrir simplement pour le plaisir, hein, comme ce que la plupart des personnes font. Mais à ce moment-là, si vous ouvrez pour le plaisir, mettez-vous bien en tête que ça sera quasiment impossible de terminer le set. Si vous voulez vraiment le terminer, force à vous. Simplement, à un moment donné, faut aussi savoir dire stop à Pokémon Company, hein, qui n'arrête pas de sortir des monstres comme ceux-ci. Donc forcément, c'est pas évident, les budgets n'arrivent pas à suivre, tout le monde a mis son argent dans 151. Là, vous avez une annonce sur Five Paradox qui est un set incroyable, qui marche très bien, qui est très beau. Dans la foulée, vous avez 4,5 qui est également, entre guillemets, plutôt apprécié, hein. Les sets Shiny, je prends un avis très 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 contre-pied de la norme. Pour le coup, les personnes apprécient énormément ce genre de set-là. Moi, personnellement, je n'aime pas pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis également parce que, si vous voulez, à part le côté scellé de ce véhicule d'investissement qui est tout simplement Shiny Treasure, en termes de potentiel ouverture, c'est très faible comparativement au potentiel scellé. Donc, je le dis, je le répète, si vous êtes un investisseur et pas un collectionneur, tenez-vous éloigné de l'ouverture, achetez les coffrets le maximum scellés, et si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous êtes collectionneur ou ouvrier, que vous n'avez rien à faire de perdre votre argent et que ça vous fait plaisir de le donner à TCPI, The Pokémon Company, eh ben faites-le. Mais franchement, je vous dis encore une fois, ce set a très peu d'intérêt. Ce set a peu d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est uniquement centré sur des rééditions. Il y a les arts, l'art finalement est à chaque fois repris. Donc il n'y a rien de très très original, c'est tout le temps du réchauffé. Ça n'a aucun intérêt sur le plan stratégique par rapport au jeu. Voilà, c'est des sets vraiment à chaque fois, c'est pauvre, je trouve, à part pour le côté investissement. Et j'ai l'impression que Pokémon Company prend ça en compte, et on l'a déjà dit, on l'a déjà abordé dans plein de podcasts, dans plein de sujets. Forcément, Pokémon Company prend ça en compte, le marché secondaire, bien qu'ils ne veuillent pas le dire. C'est obligé quand tu prends ce genre de set. Forcément, ils savent très bien que des gens vont vouloir les acheter, les garder scellés, parce que les gens, enfin l'immense majorité des personnes, et forcément si vous écoutez ce podcast, je ne vous compte pas à l'intérieur, parce que l'immense majorité de personnes, c'est pas les 1000 personnes, les 1000 écoutes par podcast qu'on a donné comme chiffre tout à l'heure. Non, non, l'immense majorité des personnes, c'est la ménagère, c'est les enfants qui vont avoir envie d'ouvrir, et forcément après derrière les parents qui ont envie de racheter des coffrets, qui sont prêts à payer 50%, 70% de plus, comme on a pu le voir sur 151 dès la sortie. Et c'est ça le problème, c'est que Pokémon Company a un savant mélange de séries classiques et un savant mélange de séries à potentiel pour, si vous voulez, garder une certaine hype et vous donner envie tout le temps de mettre la main au portefeuille. Donc ça, ils le savent. Et je trouve ça un peu mitigé. J'ai un avis vraiment mitigé sur ce genre de set. Donc je vous le dis, je vous le répète, 190 cartes, une centaine de secrètes à partir de la 190e, dont les petites shiny, dont les shiny alternatives, les shiny full art, X. Enfin, je veux dire, c'est la foire à la saucisse comme toujours. Donc c'est à vous de voir, c'est une vraie décision importante à prendre pour votre progression dans le monde de la collection, comme je vous le répète tout le temps. Voilà, donc c'est quand même une décision importante à prendre. Est-ce qu'on alloue ce budget à cette ouverture-là? Est-ce qu'on alloue le budget à d'autres choses? Est-ce qu'on alloue son budget? Parce qu'il faut quand même toujours prendre en compte ça dès le départ, c'est connaître ses limites d'investissement pour être le plus clair possible sur dans quelle direction on va, et éviter de s'éparpiller, hein, ce qui est le problème de beaucoup. Donc, en l'occurrence, Shiny Treasure X a acheté, à garder scellé. Pour moi, c'est mon avis personnel, mais à ne pas ouvrir, à l'inverse de 151 qui est très sympa à ouvrir, à l'inverse de par exemple Zénith Suprême qui était très 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 sympathique à ouvrir. Zénith Suprême, apparemment dans Shiny Treasure X vous aurez une X dans chaque booster, c'est ce qui est dit sur Poké Beach. Donc pourquoi pas, mais franchement, du réchauffé, c'est pas comme Zénith Suprême, il y a eu du réchauffé, mais pas que. Il y a eu beaucoup d'alternatives, et dans forcément, eh bien 151, c'était un set exclusif, quasiment laissé à l'identique comparativement au set japonais. C'est très très rare, ils le font peu, donc c'est souvent des agrégations de plusieurs sets japonais qui terminent en sets occidentaux. Donc là, à chaque fois que le set est laissé tel quel, c'est un vrai succès. On le voit avec 151, et ça, c'est quand même une belle série. Donc, Shiny Treasure X qui se glisse un petit peu là-dedans. Je sais pas, surtout qu'en ce moment, on a Five Paradox qui promet de belles choses aussi. Donc,
C'est quand même assez étrange d'avoir autant de sorties tout le temps, ils nous matraquent, ils nous matraquent. C'est le jeu, hein, c'est tous les 3 mois, bien entendu. Simplement, peut-être nous laisser respirer avec 3, 4, 7 classiques. Euh, Même si je sais très bien pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut tout le temps garder le consommateur sur cette ligne tendu, flux tendu de consommation. Sinon, il peut éventuellement se lasser des produits qu'on lui propose. Voilà, c'est vraiment la stratégie de Pokémon, hein. Donc, en tout cas, vous aurez toutes ces informations dans le futur quand le set sera sorti. On verra si j'avais raison de garder le set scellé, si les performances du scellé dépassent les performances de la carte. Bon, je ne prends pas trop de risques en disant ça, mais on sait tous que ce sera le cas. Voilà, comme toujours. Allez, les amis, on change de sujet numéro 2 aujourd'hui. Grosse annonce dans le podcast, même 2 grosses annonces dans le podcast. La première, c'est qu'on se rapproche, l'ami Fatchou, les amis, on se rapproche de l'annonce de la nouveauté Pokémon qu'on va sortir avec un administrateur du Discord Price Pokémon. Il m'écoute là, il le sait, il a peur, il n'a pas envie de venir en parler en podcast. Je le charrie avec ça. Mais on se rapproche très fortement de la sortie et de l'annonce de notre futur produit, de notre future proposition qui sera vraiment très différent de ce qui existe à l'heure actuelle. C'est pas une convention, c'est pas une marketplace, c'est pas une application de vente aux enchères, c'est pas non plus la nouvelle société de gradation ou le nouvel intermédiaire de gradation, pas du tout. C'est quelque chose pour la communauté, fait par des personnes de la communauté pour passer des très bons moments ensemble dans le calme, dans la sérénité, et ça va bien plus loin qu'une simple convention. Donc vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, je vous en ai même déjà dit beaucoup trop, ça va être la folie, j'ai trop hâte de vous annoncer ça, de vous montrer les visuels, le nom qu'on a trouvé, les endroits qu'on va faire, etc. Ça va être juste génial. Voilà. Donc restez bien au fait et partagez encore une fois le podcast, hein. J'ai envie qu'on passe la barre des 3000 abonnés sur la chaîne YouTube, un petit peu d'abonnés sur la chaîne Spotify et forcément qu'on dépasse les 1100 sur Discord, même si on est encore une fois le Discord le plus actif et le plus complet, donc ça fait quand même plaisir, mais je le dis, je le répète, si je me donne tout ce mal et si je tiens le rythme des podcasts toutes les semaines maintenant, c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose de bien plus grand qui va transcender uniquement Pokémon et la façon dont on a à voir Pokémon aujourd'hui. Voilà. Bon, la deuxième annonce, c'est que ce samedi 28, le samedi 28 octobre, on va se retrouver tous les amis à Paris lors d'une bourse Pokémon qui se tiendra de 10h à 20h. On va se retrouver à Cozy Corner, 8 rue Saint-Martin, 75 004 Paris. On organise une bourse Pokémon, un très beau moment qu'on va partager tous ensemble encore une fois. On va se retrouver sur place, il y aura pas mal de personnalités. Il y aura également des gens un petit peu moins connus forcément, mais je pense que certains des noms vont vous parler. Vous aurez Kibiki, hein, vous aurez Moa Pokemo, vous aurez également Rob Collector, vous aurez Wascards, vous aurez Unicards, vous aurez vraiment plein de beaux mondes. Ça va être très sympa avec Pokédex Stock qui réalise cet événement, la bourse Pokémon, le samedi 28 octobre de 10h à 20h. C'est totalement gratuit, c'est à 5 minutes à pied du Marais, hein, et de l'arrêt d'hôtel de ville. Donc, Cozy Corner, un café, 8 rue Saint-Martin. À Paris, il y aura de belles choses. Je vais me ramener avec pas mal de petits objets également pour vous proposer de compléter vos collections, que ce soit du récent ou du vintage. Il y aura plein d'autres choses, c'est très complémentaire. Il y aura des personnes qui seront plutôt dans le japonais, plutôt dans le scellé, d'autres plutôt dans le français ou dans l'international, pareil dans le scellé, dans les cartes. Il y aura plein de choses pour compléter vos collections. Et c'est des petits événements comme ça qui manquent un petit peu, je trouve, en physique pour qu'on puisse tous se rencontrer, tous se voir. Voilà, donc je vous le redis encore une fois, deuxième annonce, c'est l'annonce de la bourse Pokémon le samedi 28 octobre à 10h au Cozy Corner, rue Saint-Martin à Paris. Ça va être vraiment génial. Moi, j'y serai dès 10h, peut-être un peu plus tard si jamais j'ai des problèmes de transport. Forcément, n'étant pas parisien, ça peut m'arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va passer un super moment et j'ai vraiment hâte de réaliser cet événement. On va voir si justement ça ramène également du monde parce que c'est le but, c'est de savoir si
finalement ce genre de choses vous intéresse, et c'est aussi pas anodin pour moi par rapport au sujet dont je vous ai parlé à l'instant, juste avant. Donc on va voir ça. En tout cas, toutes les infos, je vous les redonne encore une fois. Ce sera la bourse Pokémon le samedi 28 octobre, les amis, ce samedi prochain, une semaine après la sortie de ce podcast, de 10h à 20h, au Cozy Corner 8 rue Saint-Martin à Paris. Voilà, donc c'est tout près du Marais, tout près de l'arrêt hôtel de ville. Vous allez trouver toutes les informations sur Instagram, pareil, Price Pokémon, n'hésitez pas à venir nous suivre. Et on se dit à samedi prochain en réel, les amis. Voilà. Écoutez, on est à peine à la moitié de ce podcast. Il y a encore plein d'actualités, plein de discussions, plein de choses dont il faut qu'on parle, les amis. Et c'est parti, on enchaîne. C'est la partie numéro 3 du podcast. On est sur les promotionnels Van Gogh et le musée Van Gogh à Amsterdam qui a décidé, tenez-vous bien, de ne plus distribuer de merch Pokémon Van Gogh jusqu'à la vente totale de ce qu'ils ont finalement. L'événement ne sera pas aussi long que prévu. Je pense qu'ils ont été complètement débordés par l'engouement. Ils n'étaient pas prêts. Je pense que les investisseurs, collectionneurs, scalpeurs, appelez-les comme vous voulez, c'est simplement des êtres humains de très mauvais goût, mal élevés, ce que vous voulez, se sont comportés d'une façon misérable, hein, il faut le dire. Sur place, hein, on est encore passé pour des branquignoles, comme je vous l'avais dit la dernière fois sur le premier podcast. Hein, j'ai l'impression que c'est un marronnier, qu'on y vient à chaque fois. On est passé pour des sauvages, tout simplement, hein, aux 20 heures de TF1, partout, en général, de manière générale, comme toujours. De toute façon, on n'arrivera jamais à se débarrasser de cette image tant que la communauté ne prendra pas conscience de ça, même si c'est des personnes extérieures à la communauté qui nous font le plus de mal. Hein. Si vous parlez de la promotionnelle Van Gogh à n'importe quel collectionneur de longue date, il ne voudra même pas en entendre parler. C'est vraiment des phénomènes assez exécrables, assez ridicules, assez débectants, dégoûtants, comme vous voulez. Donc, c'est le vrai problème qu'on a en ce moment. Donc, voilà, les infos, c'est quoi? Les infos, c'est que la promo ne sera plus disponible au musée. Hein. Voilà, ça c'est clair et net. Le merch ne sera plus non plus disponible au musée. Donc, en tout cas, ils vont faire en sorte de vendre la totalité des choses qu'ils ont à vendre jusqu'à ne plus avoir besoin d'en reprendre. Et donc ça implique quoi? Ça implique qu'à un moment, ils ont décidé de mettre la promotionnelle en tout cas la proposer directement via une commande sur le Pokémon Center. À partir de 30 euros, si vous réalisiez une commande, puisque le musée ne distribuait plus la promotionnelle, ils ont décidé de la faire gagner d'une autre manière finalement. Cette autre manière, c'était l'achat via Pokémon Center de 30 euros sur le PokémonCenter.com, hein, bien sûr. Hein, on n'a pas de Pokémon Center en France. D'ailleurs, c'était compliqué. Il faut avoir, si vous voulez, pour pouvoir acheter ce genre de choses, un proxy et puis utiliser un service d'intermédiaire, Blackmail, Blackship, ce que vous voulez pour, pas Blackmail, pardon, Blackship pour le récupérer ensuite chez vous. Donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'en une heure, eh bien, tous les paniers de 30 euros ont fait qu'il n'y avait plus de cartes, enfin 30 dollars en l'occurrence, mais je dis 30 euros. Euh, Au bout d'une heure, il n'y avait plus de cartes, même si ça a été limité par une par personne. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de ne plus faire du tout de ce promotionnel Pikachu jusqu'à nouvel ordre, alors que l'événement était censé aller jusqu'à janvier. C'est quand même assez incroyable quand même. Vraiment, les stocks ont été mangés en très peu de temps au Pokémon Center. C'est assez incroyable. Je ne sais pas quoi dire sur cette promo. Moi qui pensais que la demande allait finalement se tasser par rapport à l'offre, sauf que Pokémon Company nous dit bah non, finalement on va plus faire de Pikachu Van Gogh jusqu'à nouvel ordre. Donc entre cette annonce, entre ce qui s'est passé le 20 octobre, même un petit peu avant, ça s'est passé le 16 octobre il me semble, cette annonce-là. La carte est passée entre le 16 et 17 de 60 euros sur eBay à de nouveau à 120 euros.
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une carte qui ne devrait pas valoir 120 euros, qui devrait plutôt valoir dans les 60 euros, comme je vous l'ai dit dans la première version de ce podcast, dans le premier épisode, pardon. Moi, je trouve ça très dommage. C'est encore les mêmes qui payent. Pokémon Company donne raison aux scalpers en arrêtant la production au lieu de la produire encore plus pour justement endiguer cette vague de demandes. Mais non, ils décident de couper l'offre. Peut-être qu'ils en souhaitent faire un exemple, peut-être qu'ils ont l'impression de donner une leçon aux collectionneurs de comportement, d'éducation, de ce que vous voulez. Mais en fait, l'effet pervers de la chose, c'est que ça refait augmenter le prix de la carte. Les personnes à budget un petit peu restreint qui aimeraient bien avoir cette promotionnelle ne pourront pas l'avoir finalement. Voilà, donc la seule et unique éclaircie à l'horizon, c'est que éventuellement, vous pourrez avoir une réimpression dans les mois, les semaines qui viennent, parce que cet événement Pikachu X Van Gogh Museum était censé durer jusqu'à fin janvier 2024 quand même. Ça a été annoncé il y a quoi? Il y a un mois. Et là, on se retrouve au bout d'un mois avec plus aucun produit disponible au musée. Le musée décide maintenant de vendre uniquement à travers sa boutique en ligne. Pareil, plus rien en physique. Tout est actuellement sold out. Il n'y a plus rien n'est disponible. Et vous vous retrouvez en plus avec la chose phare, le Pikachu Promo, la carte Pokémon Pikachu Promo, qui n'est plus imprimée, plus distribuée en ligne ou en physique, et qui sera plus tout simplement peut-être ad vitam aeternam plus imprimée à cause de ce qui s'est passé sur place, c'est-à-dire au musée Van Gogh en lui-même. Donc le musée lui-même, pour arrêter de faire face à toute cette incivilité, si vous voulez, a décidé de ne plus rien mettre sur place. C'est juste incroyable. Je ne sais pas quoi dire de cet événement. C'est désolant, vraiment, c'est désolant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quelle analyse vous en faites. Les mots un petit peu me manquent parce que clairement, c'est double peine pour tout le monde, sauf pour les personnes finalement qui avaient ce comportement exécrable, parce que elles, finalement, elles ont tout gagné. Elles ont réussi à aller au musée à l'époque où les objets étaient encore vendus. Elles ont réussi à obtenir le Pikachu par des manières détournées, dérivées, un petit peu comme ce que j'ai pu vivre au Worlds Yokohama cette année. Les plus gros resquilleurs, les plus gros tricheurs, c'est ceux qui ont réussi à avoir le plus de merch, le plus de marchandises. Donc je ne sais pas trop ce que Pokémon veut nous dire. Est-ce qu'ils veulent nous dire qu'il faut tout le temps être à l'affût, tout le temps se bagarrer, que les personnes qui adorent Pokémon de manière un petit peu plus reculée, elles, finalement seront toujours perdantes, elles n'auront jamais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles essayent de pénaliser finalement les gens qui sont les plus civilisés, les plus éduqués, les plus calmes, les plus matures de la communauté. C'est très 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 étrange, je ne sais pas quoi en penser. La seule éclaircie, comme je le dis et je le répète, c'est éventuellement de nouveau de la disponibilité, soit sur le Pokémon Center à travers une commande en ligne, un panier de 30$, soit à travers de nouveau quelques distributions éparses à Amsterdam. C'est les deux seules choses sur lesquelles on peut éventuellement compter, simplement jusqu'à nouvel ordre. C'est fini. Voilà, donc eh bien écoutez les amis, je ne peux que vous déconseiller d'acheter cette carte, encore une fois, puisque mon avis sûrement vous intéresse. Je ne peux que vous déconseiller d'acheter cette carte jusqu'à nouvel ordre, en attendant les annonces de Pokémon Company, en attendant que cet imbroglio soit résolu, tout simplement. Donc très 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 étrange comme situation Pokémon Company qui se laisse déborder par une poignée de personnes dont l'intégrité, la civilité, les manières sont à revoir. Voilà. Donc voilà, c'est quand même assez étrange. Je sais pas trop quoi en penser. Souvent Pokémon gère bien mieux les conflits, gère bien mieux les problèmes, que ce soit à travers la loterie, que ce soit à travers plein de choses. Là, je trouve vraiment que le fait de supprimer la distribution, ça pénalise surtout les petits collectionneurs, les personnes qui sont là par passion et pas les gens qui ont pu, si vous voulez, se rendre à Amsterdam dès les premières heures. Forcément, il y a les locaux. D'ailleurs, sur Card Market, on peut voir que la plupart des vendeurs sont néerlandais, comme par hasard. Donc peut-être des Néerlandais qui se comportent mal. En tout cas,
Je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que en général, ça reste quand même les personnes qui n'ont rien à perdre, donc soit des touristes, soit des extérieurs qui se permettent de faire des choses un petit peu compliquées. Donc voilà, on termine rapidement sur l'actualité du moment avec un petit chamboulement, quand même, on peut le dire. Un petit chamboulement, hein. On est face à une belle nouvelle, la vente aux enchères Eget qui s'est terminée il y a maintenant 2 jours, jeudi 19, avec pas mal de prix assez intéressants. On va analyser plusieurs choses. La première, c'est la vente de boosters sets de base, que ce soit les boosters pesés, considérés comme lourds, affichés tels que, la display set de base également. Et on va dans un deuxième temps parler des à côté, des flops de cette vente qui, je pense, finira quand même par un beau montant d'adjudication au total, malgré des coquilles, je trouve, surtout en ce qui concerne les lots qui sont mal mis en valeur, mal décrits, les états qui sont très très mal décrits. Comme toujours, on se retrouve face à des maisons de vente aux enchères qui embauchent des experts un petit peu au rabais et qui ne font pas bien leur travail en mettant des embroglios de cartes euh, en lot et en les définissant comme en très bon état, sauf qu'en très bon état, vous voyez clairement sur les photos qu'il y a des cartes qui sont catastrophiques et des cartes qui sont en excellent, voire mieux. Donc ça n'apporte aucune information, aucune clarté, et ça fait que les prix pour la maison de vente aux enchères ne sont pas les bons, sauf si vous avez été sur place, comme certains de mes amis, certains professionnels qui vont sur place, qui examinent les cartes, qui prennent le temps de vérifier, qui se rendent compte, et qui me redonnent cette information, et qui moi ensuite vous la repartagent. Donc c'est assez compliqué les maisons de vente aux enchères. On va en parler. Voilà. Allez, on commence tout de suite du coup avec les dernières références de vente de ces boosters sets de base en édition 1 lourd. On a pour le coup des boosters en plus qui sont des illustrations un petit peu random, hein. Vous aviez des boosters typiquement illustration Florizard qui sont partis à des prix assez invraisemblables, surtout pour entre guillemets, la conjoncture actuelle. On a tout simplement des boosters, donc je vous l'ai dit, édition 1, la display surtout également, c'est très intéressant, vous allez voir. Des prix à plus de 2400 euros, plus 30% de frais, euh, pour quand même un booster édition 1, je veux dire lourd, d'accord, mais garantie lourd, certes. Et encore, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, qui a examiné ces boosters, d'où proviennent-ils? Parce que quand on voit encore une fois le regard, sans vouloir manquer de respect à l'expert, sans vouloir manquer de respect au professionnalisme de cette maison de vente aux enchères, hein, mais quand on voit le soin apporté à la description des états des cartes, moi-même, comme je vous l'ai dit dans le premier podcast, ayant été victime de boosters recollés, ayant vendu même à mon insu à une certaine époque un booster ou deux boosters du bloc X recollés, comment voulez-vous faire confiance à des personnes de maison de vente aux enchères pour du set de base sans qu'aujourd'hui vous ayez la certitude que ces boosters soient authentiques, sans les ouvrir? Parce que c'est bien le problème, c'est que sans les ouvrir, et vous pourrez demander à beaucoup d'experts, il faut s'être fait avoir avant de comprendre ça. D'accord? Moi, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain. On est venu me chercher des noix du jour au lendemain, alors que honnêtement, je n'avais rien à me reprocher, mais je peux le comprendre, encore une fois. Mais vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'êtes pas un expert sur le sujet, et le sceller, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Vous payez 2400 euros un booster édition un lourd Florizard, c'est même pas l'illustration Dracofeu en plus. Vous avez 30% de frais acheteurs qui viennent se rajouter à ce prix. Donc vous allez vous retrouver à payer un booster quasiment 3000 euros lourd, alors que la seule carte intéressante à l'intérieur, c'est un Dracofeu. Vous allez ensuite des Dracs qui partent en édition 2 vraiment à des prix invraisemblables, des boosters édition 2 qui partent à 1000 euros, hors frais d'acheteur encore une fois. Vous avez également bien la Display édition 1 qui est partie à 45 000 euros, tout confondu, il me semble, celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'elle est partie aux alentours des 30, 38 quelque chose, vous rajoutez les 30%, vous arrivez à 45.
il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais dans un cas comme dans l'autre, si c'est 45 000 euros hors frais acheteurs ou si c'est 38 000 euros hors frais acheteurs, dans un cas comme dans l'autre, ce sont des prix de vente invraisemblables. Dans une conjoncture très morne pour le vintage, c'est extrêmement invraisemblable de voir ces prix-là. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette vente aux enchères. C'est pour vous montrer que finalement, les deux mondes peuvent cohabiter parce que cette vente aux enchères vient redonner une lumière sur le set de base, vient redonner un coup de projecteur sur le prix de la display, le prix des boosters. Depuis la vente aux enchères jeudi, j'ai jamais vu autant de displays set de base édition réapparaître, forcément à 45 000 euros, hein, parce que sinon c'est pas marrant, c'est pas drôle, alors que ça se négocie aux alentours des 25 000 euros avant la vente aux enchères. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est quoi? C'est que les maisons de vente aux enchères, on peut en penser ce qu'on veut. Simplement, elles ont déjà une clientèle qui n'est pas du tout avertie dans le monde des cartes du TCG et encore moins de Pokémon. Elle en entend simplement parler, cette clientèle. C'est une clientèle qui a de l'argent, c'est une clientèle qui potentiellement peut investir sur un projet qui leur parle, qui leur dit quelque chose de manière un petit peu inconsciente. Et ça, c'est fait comment? C'est grâce à toutes ces informations qui reviennent à leurs oreilles, à tous ces bruits, toute la presse qui peut parler de Pokémon à certains moments. Ça peut être plein d'informations différentes, mais le signal d'achat est derrière ce que ces personnes finalement euh, intellectualisent lorsqu'elles finissent par tomber sur ce genre de vente aux enchères. Elles peuvent être intéressées, elles peuvent se dire que ça peut valoir la peine et elles investissent. Et là, on a un exemple parfait de vente aux enchères qui a, entre guillemets, plumé des personnes totalement étrangères à la communauté Pokémon, qui a permis, encore une fois, de donner un projecteur, une scène, quelque chose qui permet à Pokémon de, en tout cas sur notre secteur à nous, uniquement les cartes à collectionner, les cartes à jouer, le scellé, ça donne un réel boost d'intérêt chez beaucoup de personnes. La preuve en est, vous avez de nouveau une hausse du marché, du set de base, je ne veux pas le dire en long, en large, en travers, mais il y a de nouveau un intérêt, ça repart, c'est reparti, les personnes remettent des choses en vente, les items sont de nouveau trouvables, un petit peu chers certes, mais en tout cas, moi je trouve que ça a le mérite de mettre en avant Pokémon dans un monde qui n'est pas forcément le monde qui a le plus l'habitude d'avoir ce genre de choses. J'avais déjà collaboré plusieurs fois avec des maisons de vente aux enchères, la vente aux enchères de la maison Alexandre en Landre, il y a également Boisseau-Pomèze, il y a pas mal de ventes aux enchères dans lesquelles je me suis rendu, Drouot, Vermeaux, etc. à Paris, et je trouve que ça permet quand même d'avoir une clientèle qui ne s'intéresserait pas de base à Pokémon, qui a du budget, qui a de l'argent et qui vient finalement investir sur le marché. On en a bien besoin, on en a vraiment besoin parce que c'était vraiment compliqué en ce moment, je trouve. Et ça permet de redonner un coup de projecteur et ça permet d'avoir quand même un vrai impact sur le marché. C'est intéressant, je trouve. Malgré, encore une fois, la maison de vente aux enchères qui se gave, je rappelle quand même que lorsque vous mettez un bien euh, à vendre chez une maison de vente aux enchères, vous avez d'un côté des frais vendeurs, vous qui avez l'objet en votre possession, vous allez vous prendre des frais, et de l'autre côté, vous avez l'acheteur qui va payer des frais sur le prêt d'adjudication, sur le prix d'adjudication, pardon. Donc vous allez avoir sur une vente à 100 euros, 90 euros dans votre poche et l'acheteur, lui, va payer 130. Donc c'est quand même assez incroyable que ce système continue de fonctionner et que des particuliers continuent de mettre en gage des objets comme une display ou comme des boosters aux maisons de vente aux enchères. Il faut vraiment avoir confiance. La preuve en est, bingo, jackpot, pour les personnes qui ont fait confiance à cette maison de vente aux enchères cette fois-ci. Souvent, ce n'est pas le cas, hein, malheureusement. Hein. Vous pouvez le voir chez Boisseau-Pomèze, vous pouvez le voir sur les grosses ventes aux enchères qui ont pu être faites ces dernières années. Là, en l'occurrence, ça s'est bien passé pour le scellé. Par contre, on va venir aux cartes. Les cartes se sont pas forcément bien vendues. On va rapidement passer le sujet du Noctali édition 1 PCA 9 ancienne étiquette qui est parti grosso modo 4 500 euros, hein, tout confondu avec frais acheteurs. Et le Démolos édition 1 aussi, PCA 9 nouvelle étiquette de néo-révélation en holographique qui est plutôt parti à un prix correct. J'ai pas le prix sous les yeux. Vous avez quand même pas mal de petites cartes comme cela qui sont parties à des prix corrects.
malgré tout, je trouve que ça a été un échec sur les cartes, surtout sur les lots, surtout sur les petits lots de Co, Unco, Ra, que ce soit du set de base jusqu'à du récent. J'ai trouvé que ça a été très très mal mis en valeur, très très mal décrit. Beaucoup d'amis sont allés sur place pour vérifier les états. Encore une fois, l'expert entre guillemets hein, de la maison de vente va mettre état A, état B, état C, on ne sait pas ce que ça veut dire, état très bon, état moyen, alors que finalement il y a de tout, il y a des cartes qui sont bien mieux, il y a des cartes qui sont décrites comme en état très bon euh, par encore une fois cet expert, alors que les cartes sont 100% neuves. Ça c'est quand même assez hallucinant. Il y a des personnes qui ont pu faire des affaires assez incroyables que je connais et je les félicite parce qu'ils se prennent le temps, ils vont sur place, ils vont voir, etc. Et ça c'est ce qui est super important à retenir aussi. C'est la diligence. Il faut faire sa propre diligence. C'est très important de regarder, vérifier, comparer, étudier et ensuite de prendre la décision. C'est pas simplement émotionnel, il faut faire plein de choses pour gagner cet arbitrage, cet effet de levier entre le prix auquel vous touchez l'objet et puis finalement le prix auquel eh ben, vous pouvez espérer le revendre. Et là, en l'occurrence, il y avait un arbitrage énorme à faire avec les descriptions de lots. La plupart des personnes sur Interenchères ou sur l'application de vente aux enchères en ligne, elles ne pouvaient pas le faire malheureusement. Donc vous vous retrouvez avec des lots qui partent pas bien cher et la personne qui était sur place, qui sait que ces cartes-là sont sous-évaluées, eh ben, peut mettre un petit billet et récupérer un beau petit lot. Donc ça, c'est le jeu des maisons de vente aux enchères. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout blanc, pas tout noir. Il n'y a pas forcément tout qui explose en prix aux maisons de vente aux enchères. La preuve en est, les cartes, pour moi, encore une fois, n'ont pas bien fonctionné. Un Octali Edition, un PCA 9, ça doit partir bien plus cher que 4500 euros tout confondu, malgré les frais acheteurs. Pourquoi Parce que la carte, premièrement, déjà était globalement propre. Elle ne semble pas avoir été abîmée par PCA, elle semble être plutôt clean. Alors, tout le monde va dire il y a un point blanc truc dans un angle. J'ai vu une rayure. J'en ai entendu, j'en ai lu, j'en ai vu sur cette carte. Elle a été décrite, elle a été, euh, elle a été rabaissée en long, en large, en travers dans la communauté. Ça y est, c'est bon, on a compris. Voilà, vous ne pourrez jamais vous payer une carte pareille, c'est bon. Vous vous inquiétez pas, elle a PCA 9 édition 1, ancienne étiquette, on s'en fiche. La carte, elle est plutôt correcte, elle est belle. C'est pas volé, c'est pas un neuf comme on a pu déjà en voir. C'est pas parce qu'elle a un point blanc que ça mérite pas neuf. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre avec Adrien dans le dernier podcast aussi, que ce soit aux entreprises de gradation françaises qui adorent nous flageller, alors que ce sont des cartes qui ont plus de 20 ans, qui sont dans des états de condition extrêmement bien conservés. Une carte comme celle de Noctali en l'occurrence, vous pouvez l'envoyer chez n'importe quelle société de gradation, elle ne reviendra jamais en dessous de 8. Donc le 9, visiblement, n'est pas volé. Et surtout qu'en plus, avec PSA, il y a un vrai arbitrage à faire parce que cette carte, elle a 100% neuf chez PSA si elle n'a pas encore une fois été abîmée chez PCA et on ne peut pas le garantir sans l'avoir eu entre les mains. Mais visiblement, elle n'a pas été abîmée. Donc, j'estime que 4500 euros, c'est un prix vraiment cadeau quand on voit que j'ai vu passer un Léviator brillant PCA 9 édition 1, une secrète de Néo Révélation, affichée à 12 000 euros. Ok, d'accord. Alors on ne sait pas d'où ça sort. Le Noctali édition 1 de Neo Discovery, lui en l'occurrence à 4500 euros. En comparaison, on parle de sommes énormes, j'en ai bien conscience. Je ne vous dis pas qu'il faut banaliser ce genre de sommes pour des cartes Pokémon. Simplement, le rapport rareté-prix est ridicule. Il est clairement en défaveur du Noctali édition 1. Donc pour moi, la carte n'a pas bien été vendue. C'est une carte qui aurait dû faire 6, 7, 8 000 facile. Tout ça à cause du bashing, alors que franchement, je pense honnêtement qu'elle est très très propre, que vous pouvez la renvoyer n'importe où ailleurs, d'ailleurs chez PSA, pour la revendre 3 fois le prix d'achat si vous êtes l'acheteur. Donc félicitations à la personne qui l'a acheté. J'ai pas pu participer à cette vente aux enchères pour des raisons personnelles. Franchement, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. À ce prix-là, c'est vraiment une belle affaire. Voilà. Donc un petit peu compliqué, toujours deux prismes à avoir en tête sur les maisons de vente aux enchères pour conclure sur ce dernier sujet du podcast qui a déjà duré bien 40 minutes, hein, les amis. Vous m'avez écouté déblatérer pendant quasiment 40 minutes sans interruption. Donc pour conclure sur les maisons de vente aux enchères, ça va quand même dans l'optique qu'on essaye de donner sur cette chaîne, c'est-à-dire une plus grande légitimité, un plus grand professionnalisme. Simplement, c'est pas tout blanc, pas tout noir, comme je vous ai dit. Ça a très bien fonctionné sur le scellé. Visiblement, beaucoup de personnes
extérieurs à Pokémon, parce que sinon il n'y aurait jamais eu ces prix-là, il faut bien s'en rendre compte, ont été intéressés et ont pris la peine d'acheter des objets scellés, entre guillemets, par peut-être par envie d'investir, par confiance dans la marque, par plein de choses, par peut-être une réminiscence passée des prix qu'ils ont pu entendre, 50 000 euros la display, donc à 45 000 on se dit ok c'est une bonne affaire, 10% en moins, etc. Ça peut remonter, ça peut revenir dans ces ordres de prix là, ce qui n'est pas forcément totalement faux, simplement ça va encore une fois dans une démarche de démocratisation de Pokémon comme véhicule d'investissement, démocratisation de Pokémon comme étant quelque chose sur lequel il faudra compter dans le futur sur les objets d'art, sur la pop culture en général. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, vous vous retrouvez avec une nouvelle clientèle qui peut entrer. Les maisons de vente aux enchères ont ce potentiel-là de professionnalisation, de vitrine, d'exposition, de scène, de mise en scène, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Mais il faut que ce soit bien fait. Et là, les maisons de vente aux enchères ont un gros problème, c'est qu'elles ne s'entourent pas des bons experts, quitte à ce que l'expert soit anonyme. Franchement, je le dis honnêtement, on a pu le voir, ces différentes maisons de vente aux enchères, je ne vais pas citer les noms, ils se reconnaîtront. Pas mal de personnalités de la communauté Pokémon ont mis leur nom sur une vente, ça n'a pas forcément marché. Ma vente aux enchères chez Alexandre Landre avait performé de manière moyenne, plutôt bien, mieux que certaines, mais pas non plus la folie, parce que effectivement, à un moment donné, eh bien, il faut se mettre en retrait, il faut donner envie aux personnes novices d'investir également, et associer son nom à un professionnel de Pokémon peut-être peut desservir cet intérêt. Donc je trouve que les maisons de vente aux enchères un petit peu plus généralistes comme celle-ci, Get, ne se sont pas forcément entourées d'un bon expert, parce que la description des objets est mauvaise. En tout cas, en ce qui concerne les lots et les états des cartes, la description est vraiment mauvaise. Et je pense qu'on a tous intérêt à gagner, à travailler ensemble, main dans la main, pour un objectif finalement qui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, se rejoint plus ou moins. C'est-à-dire démocratiser plein de choses dans Pokémon et faire entrer des nouveaux entrants pour que Pokémon gagne encore une fois plus en légitimité dans le monde de l'investissement pop culture et dans la collection de manière générale. Voilà, il y a les spiritueux, il y a le numismatisme, il y a le philatélisme, il y a les chevaux, les voitures de collection, euh, tout ce qui est souvenir de guerre, etc. Et Pokémon se case un petit peu derrière, noyé dans la masse des différents TCG. Et le but, ce serait éventuellement de réussir à dépasser quelque chose comme Magic, typiquement, qui est là depuis plus longtemps et qui fait des très 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 bonnes performances aussi. Donc le but, ce serait de dépasser ça. On va y arriver. Magic a 10 ans d'avance, mais on va y arriver. Et tout ça, encore une fois, fait partie d'un seul et même objectif de professionnalité, de transparence, de clarté et de réussite vers cet objectif-là. Et les maisons de vente aux enchères, ils participent qu'on y veuille ou non. Voilà, ça participe de tout ça. Donc on verra où ça va nous mener. Ce qui est certain, c'est que tant qu'il y aura l'amateurisme chez les maisons d'enchères, comme là dans le comportement des personnes au musée Van Gogh, comme on a pu le dire, ou chez Pokémon Company qui décide tout bonnement, purement et simplement d'arrêter de distribuer les choses alors que ça pénalise plus, encore une fois, les collectionneurs que les autres. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ce ne sera jamais un monde tout beau, tout rose, un long fleuve tranquille. Ce sera tout le temps, il y aura tout le temps des choses à améliorer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va passer un bon moment dans la collection et qu'on va apprécier le voyage. Enjoy the travel, enjoy the ride, comme ils disent nos amis anglais. Donc ça va être très 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 sympa. Voilà, vous êtes encore une fois sur le bon endroit, au bon endroit, pardon. Vous êtes sur le podcast Price Pokémon. Vous allez en apprendre plein des choses et j'espère que cet épisode numéro 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On débriefe ensemble, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit dynamique. N'hésitez pas à mettre des stories Instagram, à m'identifier. Je ferai bientôt des petits jeux également pour que vous puissiez passer un moment un petit peu plus convivial lorsque ce sera moi seul. Bien entendu, on a des beaux podcasts qui arrivent avec des amis. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On a l'annonce très 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 bientôt du nouveau projet sur lequel on travaille avec un administrateur du Discord, un très bon ami à moi.
Je vous rappelle encore une fois, le samedi 28 octobre, vous allez pouvoir me retrouver à Paris, 8 rue Saint-Martin, au Cozy Corner pour un superbe événement organisé par Pokédex Stock avec plein d'autres amis sur place. Il va y avoir de quoi compléter vos collections, de quoi passer un bon moment, ça va être génial. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, à laisser un petit commentaire, à rejoindre le Discord, à rejoindre Instagram. Et voilà les amis, merci encore une fois pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, c'était Price.